Bonjour et bienvenue sur Ça parle histoire, tes cours d'histoire géo résumés en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le chapitre d'histoire civile et militaire dans la Première Guerre mondiale en classe de 3e. Et n'oubliez pas, si cette chaîne peut exister, c'est grâce à votre soutien, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Allez, c'est parti! Commençons par le contexte. Depuis la fin du 19e siècle, il y a de fortes tensions entre les pays européens. Les États européens qui se sont industrialisés au cours du 19e siècle sont en concurrence et ça, vous l'avez vu en classe de 4e. La seconde source de tension est politique. La France a par exemple perdu l'Alsace-Lorraine suite à la guerre franco-prussienne de 1870, et cette perte conduit à un profond désir de vengeance de la part des Français, ainsi qu'à une ferme intention de récupérer le territoire. D'autres pays européens s'enferment dans le nationalisme. Par exemple, en Allemagne, la guerre est considérée comme inévitable et nécessaire pour la grandeur du pays. La troisième est coloniale. Dans la course aux colonies, les États européens s'opposent pour la conquête de nouveaux territoires, comme la concurrence entre l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Empire ottoman, au sujet du contrôle du Maroc en 1911 et même du continent africain dans son ensemble. Face à ces tensions, les pays européens se regroupent en alliances militaires au début du XXe siècle. On a d'un côté la Triple Alliance composée de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de l'Italie, qui rejoindra d'ailleurs plus tard la Triple Entente en 1915, et en face du coup la Triple Entente, constituée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, et donc de l'Italie à partir de 1915. Bon attention, on parle de triple, mais ça veut pas dire qu'ils ne sont que 3 dans ces alliances militaires. Par exemple, dans la Triple Alliance, on compte l'Empire ottoman ou le Japon. La tension est donc à son maximum, et l'étincelle qui met le feu aux poudres se produit le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. L'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, y est assassiné par un nationaliste serbe appartenant à une organisation secrète soutenue par la Serbie. L'engrenage des alliances est alors déclenché. Le conflit éclate à partir d'août 1914 et s'élargit progressivement. Première partie, le déroulement de la guerre. À la suite de l'attentat, l'Autriche-Hongrie, qui fait partie de la Triple Alliance, déclare la guerre à la Serbie le 28 juillet 1914 et elle l'accuse de l'avoir organisée. C'est cette date-là qui symbolise le début de la Première Guerre mondiale. La Russie, Triple Entente, alliée de la Serbie, attaque l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne, Triple Alliance, alliée de l'Autriche-Hongrie, déclare la guerre alors à la Russie le 1er août 1914. La Russie étant l'allié de la France, le président français Raymond Poincaré ordonne la mobilisation des troupes françaises le même jour et le 3 août, l'Empire allemand, toujours de la Triple Alliance, déclare la guerre à la France, à la Triple Entente, et envahit donc la Belgique pourtant neutre. Les différentes alliances emportent l'Europe dans un conflit qui s'étend au niveau mondial, avec la participation des colonies de chaque pays européen. Les combats de la Première Guerre mondiale se déroulent en 3 principales phases. Durant les premiers mois du conflit, les armées s'opposent dans une guerre de mouvement. C'est une phase offensive de la guerre, durant laquelle d'importants déplacements de troupes ont lieu. À ce moment-là, on pense que la guerre va très rapidement s'achever et que les soldats seront même rentrés à la maison pour Noël. Les offensives sont très meurtrières, mais l'absence de résultats entraîne la stabilisation du front. Ainsi, en décembre 1914, aucun camp ne parvient à emporter la victoire, les fronts se stabilisent. De janvier 1915 à mars 1918, il s'agit d'une guerre de position, c'est-à-dire une phase défensive de la guerre, durant laquelle les troupes se cachent dans des tranchées et tentent de conserver leur position tout en attaquant les positions adverses dans l'espoir d'avancer enfin. Les exemples les plus marquants pour tenter de percer le front sont des offensives telles que Verdun, février à décembre 1916, ou la Somme, juillet à novembre 1916. Tout change à la fin de l'année 1917. La Russie sort du conflit en signant une paix séparée avec l'Allemagne en mars 1918, et les États-Unis s'engagent aux côtés de l'Entente en avril 1917. Avec tous les soldats allemands auparavant sur le front russe qui viennent sur le front de l'Ouest, plus l'arrivée de milliers de soldats américains, et bien tout cela a pour conséquence une reprise de la guerre de mouvement en Europe de mars 1918 jusqu'à la fin de la guerre. Menacée d'invasion, l'Allemagne capitule et signe l'armistice à Rotonde le 11 novembre 1918. Deuxième partie, la violence de masse dans une guerre totale. Comme on l'a dit juste avant, à partir de la fin de l'année 1914, les armées se font face et creusent des tranchées qui abritent les combattants et dans lesquelles la vie est très difficile. C'est la guerre de position. Les soldats vivent dans le froid, la boue et la promiscuité, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune intimité, même pas avec les poux, les rats, ils sont épuisés, ils craignent la mort. Les combats ne permettent pas d'avancer, malgré des pertes massives et l'évolution sur une stratégie basée sur l'artillerie. Les armées multiplient les assauts meurtriers pour tenter de mettre fin à cette situation. La bataille symbolisant cette violence des tranchées, c'est bien Verdun, où 53 millions d'obus sont lancés en 10 mois, soit près de 177 000 obus par jour pendant 10 mois, ou encore 123 obus chaque minute pendant presque un an.
Je vous laisse imaginer votre état après 10 mois dans cet enfer. Et comme si ça ne suffisait pas, les armes, elles, sont de plus en plus destructrices. Obus de gros calibre, gaz asphyxiant comme le gaz moutarde, mitrailleuses qui crachent 600 coups à la minute, lance-flammes, etc., etc. On parle d'une guerre industrielle. La violence ne se passe pas qu'avec des soldats. Les civils restés en arrière en sont aussi victimes. En effet, toute l'économie du pays est tournée vers la guerre et les civils participent donc à l'effort de guerre. Dans les usines, les femmes, que l'on nomme les munitionnettes, fabriquent en masse des armes et des munitions. Elles travaillent également dans les champs. On fait appel aux colonies et à leur main-d'œuvre. Les États ont recours aux emprunts de guerre, aussi bien auprès de la population que des États-Unis. Les entreprises doivent parfois changer leur production. Ainsi, des usines Renault sortaient des chars Renault FT et Citroën a fourni à l'État français plus de 24 millions d'obus. Les civils sont victimes d'autres violences. Les bombardements des villes terrifient les populations. Certaines régions sont occupées par l'ennemi, comme le nord de la France ou la Belgique. Et les populations occupées subissent souvent le travail forcé, les prises d'otages, les déportations ou les viols. À ce propos, il faut parler du génocide arménien, une population chrétienne du nord-est de l'Empire ottoman, culturellement proche des Russes et ennemie de l'Empire ottoman, et qui vit d'ailleurs de part et d'autre de la frontière. L'Empire ottoman souhaite un État ethniquement homogène et en 1915, les Arméniens, rendus responsables des défaites, sont suspectés de trahison et de complicité avec l'ennemi russe. En avril 1915 jusqu'en février 1917, les premiers massacres d'Arméniens commencent. Ils sont regroupés et déportés dans les régions désertiques du sud-est du pays, dans des marches forcées qui font des milliers de victimes, avant d'arriver dans des camps. On compte finalement entre 1 et 1,5 million de victimes parmi la population arménienne. On parle de génocide car c'est un peuple entier que l'on cherche à exterminer. Tout ce qu'on a vu dans cette deuxième partie fait de la Première Guerre mondiale une guerre totale. Une guerre totale, c'est le fait que toute la société est mobilisée pour la guerre, pour la gagner, et on a plusieurs types de mobilisation. On a une mobilisation politique et psychologique, c'est-à-dire qu'on utilise la propagande et la censure pour stimuler un devoir patriotique contre un ennemi à abattre. On a aussi une mobilisation économique et financière. L'État réalise des emprunts de guerre à sa population pour financer l'effort de guerre et l'industrie est entièrement dévouée au service de la guerre. On l'a vu avec les exemples de Renault ou Citroën tout à l'heure. C'est toute une économie de guerre qui se met en place. On a aussi une mobilisation territoriale. De nombreux pays et tous les continents sont concernés par ce conflit, même si dans ce chapitre, on est très concentré sur l'Europe. Et on a enfin des mobilisations militaires et humaines. Tous les civils sont touchés. Bombardements, deuil, vie quotidienne difficile, génocide des Arméniens, mobilisation des femmes, restrictions alimentaires, etc. 70 millions d'hommes sont envoyés combattre sur le front dans des conditions de vie et de combat tout à fait atroces. Troisième partie, les conséquences du conflit. L'une des premières conséquences de ce conflit, c'est la révolution russe. Le pays entre en guerre en 1914 aux côtés de l'Entente. C'est un pays pauvre et très inégalitaire, dirigé par le tsar Nicolas II, une sorte de roi absolu. Entre 1914 et 1917, les défaites s'enchaînent, dont celle de Tannenberg en 1914 parmi l'une des plus connues. Comme si ça ne suffisait pas, les prix augmentent et par conséquent, le mécontentement gronde en Russie. À tel point que le 27 février 1917, une révolution dans laquelle la population réclame la paix et du pain éclate à Petrograd, actuelle ville de Saint-Pétersbourg. Le tsar Nicolas II abdique et un gouvernement provisoire est mis en place. Mais alors que la population souhaite la fin de la guerre, le gouvernement provisoire décide de continuer la guerre. Aussi, dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, une deuxième révolution a lieu par les bolcheviks menés par Lénine, qui renversent ce gouvernement provisoire et mettent en place un régime à l'idéologie communiste. L'armistice avec l'Allemagne est signé le 15 décembre 1917 et la paix le 3 mars 1918. Les terres russes sont alors partagées et l'égalité des peuples est proclamée dans toute la Russie. Mais ce nouveau régime n'est pas accepté par les partisans du tsar et une guerre civile commence alors en Russie entre les armées rouges, les communistes, et les armées blanches, les tsaristes, jusqu'en 1921. Les communistes en sortent victorieux et instaurent alors une dictature avec un parti unique et une police politique, et le pays devient alors en 1922 l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou URSS. La révolution russe de 1917 connaît un grand retentissement en Europe. Les autres pays européens sont aussi touchés par d'importantes grèves, en France ou en Allemagne notamment. Le bolchevisme suscite la peur en Occident, car le but est de faire des révolutions. Dans de nombreux pays, on assiste à un divorce au sein des partis ouvriers entre les communistes qui soutiennent Moscou et les socialistes qui rejettent les méthodes révolutionnaires comme en France, où le parti socialiste, SFIO à l'époque, se divise en deux avec la SFIC, communiste, en 1920. Finalement, la Russie reste le seul pays où les communistes réussissent à se maintenir au pouvoir. Le bilan de la guerre est très lourd.
70 millions de soldats ont été impliqués dans ce conflit. Sur ces 70 millions, 10 millions de militaires tombent au combat et 6 millions reviennent mutilés. On les a appelés les gueules cassées. En comptant les pertes civiles, on arrive à près de 18 millions de victimes. Les destructions matérielles sont aussi très importantes, notamment en France ou en Pologne, où se sont déroulés de nombreux combats. Il faut tout reconstruire, les ponts, les routes, etc. Les villes ont subi d'importants dégâts et certaines sont même rayées de la carte. Mais tout reconstruire nécessite de l'argent, et les pays européens sont endettés et agités. Bah oui, je vous rappelle qu'au même moment a lieu la révolution russe, et le communisme se répand partout en Europe, parfois réprimé violemment comme en Allemagne en janvier 1919. Une autre conséquence de la guerre, c'est qu'une nouvelle carte de l'Europe est élaborée. Les principaux empires disparaissent, et de nouveaux États apparaissent. Les vainqueurs de la Première Guerre mondiale se réunissent et signent le 28 juin 1919 le traité de Versailles, traité de paix de la Première Guerre mondiale, qui fait de l'Allemagne seule responsable de la guerre. Et en plus d'être considérée comme seule responsable de la guerre, les conditions de la paix sont très dures envers l'Allemagne. Elle doit payer de lourdes réparations, elle perd une partie de son territoire, l'Alsace-Lorraine est par exemple redonnée à la France, tandis que le corridor de Danzig sépare l'Allemagne en deux, et elle perd toutes ses colonies. Enfin, son armée est réduite. L'Allemagne considère le traité de Versailles comme un diktat, c'est un mot allemand pour dire qu'une chose est dictée sans aucune négociation. Donc oui, les Allemands sont un petit peu dégoûtés de ce traité qu'ils trouvent complètement injuste. Pour achever ce chapitre, il faut souligner que les humains se disent que ce serait pas mal d'éviter d'autres conflits de cette envergure à l'avenir. C'est suite à cette idée qu'une organisation mondiale est créée, la Société des Nations ou SDN en 1919. Elle vise à maintenir la paix dans le monde, mais certains pays n'y adhèrent pas, comme les États-Unis pourtant à l'initiative du projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser et de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe sur Tipeee ou sur Utip. N'oubliez pas de lâcher le pouce en l'air qui va bien. Ici c'est Baptiste et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon.